On va se plonger dans un scénario à haute tension. Imaginez qu'en 2025, les relations déjà explosives entre les États-Unis et le Venezuela atteignent leur point de rupture. Là, au large des côtes d'un pays d'Amérique latine, déjà à genoux, se joue une partie qui pourrait bien changer les règles du jeu énergétique mondial. C'est un véritable drame géopolitique avec le pétrole vénézuélien comme enjeu central. Alors, la vraie question, c'est celle-ci. Jusqu'où Washington serait prêt à aller pour mettre la main sur cette ressource si stratégique? Les événements qu'on va décortiquer ensemble donnent un aperçu assez saisissant de ce qui est en jeu. Allez, on y est. Tout bascule le 16 décembre 2025 avec ce message. Un message incendiaire. Et attention, ce ne sont pas juste des mots en l'air. C'est le coup d'envoi d'une crise ouverte avec des conséquences immédiates et vraiment brutales. Et la conséquence directe de cette nouvelle politique? Eh bien, dans la foulée, des navires américains interceptent et saisissent plusieurs pétroliers. Au total, c'est près de 4 millions de barils de brut vénézuéliens qui sont saisis. C'est un acte d'une ampleur totalement inédite et ça met littéralement le feu aux poudres. Du côté de Caracas, évidemment, la réaction est immédiate et furieuse. Le gouvernement parle de pillage, ni plus ni moins, et d'un retour aux pires heures du colonialisme moderne. Pour le Venezuela, il n'y a aucun doute. L'objectif de Washington, c'est de provoquer un changement de régime. Et c'est là que Nicolás Maduro sort cette phrase assez énigmatique. Il prévient qu'un gouvernement mis en place par Washington ne tiendrait pas plus de 47 heures. Alors, pourquoi ce chiffre? Pourquoi si précis? Ce n'est pas un hasard, c'est un code qui fait référence à un moment clé de l'histoire du pays. Bon, pour vraiment piger ce que signifient ces 47 heures, et pour comprendre la haine qui couve aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. L'histoire entre Washington et Caracas, c'est une longue, très longue suite de tensions. Regardez cette chronologie, elle est super parlante. Après l'attaque contre Nixon en 58, on a une alliance un peu paradoxale qui se met en place. Mais le vrai tournant, c'est la nationalisation du pétrole dans les années 70 et surtout l'arrivée au pouvoir de Chavez en 98. Là, ça a complètement changé la donne. Le Venezuela voulait redevenir maître de son pétrole. Il faut bien se rendre compte qu'avant les années 70, la situation était simple. Des géants américains comme Exxon ou Chevron contrôlaient plus de 70% du pétrole vénézuélien. Et c'est justement cette mainmise, ce contrôle quasi total, qui va expliquer en grande partie la volonté de Caracas de reprendre les choses en main. Et nous voilà à l'événement qui explique tout. Celui qui éclaire la fameuse phrase de Maduro et qui est à la source de toute la méfiance vénézuélienne. On est en 2002. L'ambiance est électrique. Donc après cette nouvelle loi sur le pétrole, forcément, ça explose. Le pays est paralysé par des grèves, des installations sont sabotées. Et en avril 2002, c'est la tentative de coup d'État pour faire tomber le président Chavez. Et voilà, le mystère est résolu. Le coup d'État échoue. Et très exactement 47 heures plus tard, Hugo Chavez est de retour au palais présidentiel. Ce chiffre, 47 heures, c'est devenu pour le pouvoir vénézuélien un symbole hyper puissant. Un symbole de résistance et un rappel permanent de ce qu'il considère comme une ingérence étrangère. Et le pire, c'est que des années plus tard, des documents déclassifiés ont révélé que la CIA était au courant du complot avant même qu'il ait lieu. Alors ok, Washington n'a peut-être pas directement appuyé sur le bouton, mais en ne faisant rien pour l'empêcher, eh bien, ils ont gravé cette méfiance dans le marbre pour des décennies. Bon, retour en 2025, dans notre scénario. On va voir comment tout ce passé alimente la crise actuelle. Et surtout, on va voir qui trinque, parce que les conséquences, elles sont bien réelles et elles sont lourdes. Le point crucial ici, c'est que la justification principale du blocus, cette fameuse accusation de vol d'actifs pétroliers, eh bien, elle ne tient pas la route d'un point de vue juridique international. Malgré des années de procès, aucune cour n'a jamais donné raison à Washington sur ce point. Et la pression américaine ne s'arrête pas aux saisies de navires, loin de là. C'est une stratégie bien plus large, un blocus naval complet, des frappes sur des installations côtières, et même des rumeurs persistantes d'opérations de drones secrètes. Une escalade qui est d'ailleurs dénoncée par Moscou et Caracas à l'ONU. Là, on voit bien l'effet domino, et c'est vraiment tragique. Le blocus bloque les exportations de pétrole, du coup plus de devises étrangères qui rentrent dans le pays. Et sans devises, impossible d'importer des produits essentiels comme la nourriture ou les médicaments. En clair, la pression économique, elle se transforme directement en souffrance pour la population. Et bien sûr, une crise pareille, ça ne reste pas local. Ça crée des ondes de choc partout dans le monde. La Chine crie à la violation du droit international, la Russie dénonce l'escalade, et les marchés du pétrole, eux, paniquent. Pas tant à cause des volumes, mais à cause du précédent. Si on accepte un blocus comme ça, qui sera le prochain sur la liste?
Certains analystes internationaux vont même encore plus loin. Pour eux, l'impact de ce blocus sur la population civile, ça s'apparente purement et simplement à une punition collective. Et ça, c'est formellement interdit par le droit humanitaire international. Alors, avec des enjeux pareils, on arrive à la grande question, celle qui reste en suspens. Comment tout ça va se terminer? Personne ne peut le dire avec certitude. En gros, il y a deux grands scénarios qui s'opposent. D'un côté, le pari de Washington, mettre une pression tellement forte que le peuple finira par se retourner contre son propre gouvernement, et de l'autre, le risque que ça produise l'effet inverse, que cette pression soude la population dans un élan nationaliste et renforce la résistance. Et on termine avec cette question qui est franchement vertigineuse. Combien de temps est-ce qu'un pays peut tenir quand sa plus grande richesse, son or noir, devient l'arme même qui sert à l'étrangler? C'est tout l'avenir du Venezuela qui est en jeu, et à travers lui, c'est aussi un peu les règles du jeu géopolitique mondial qui sont en train d'être réécrites.